Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat. Après 9h30 de discussion autour de l'article 1 du projet de loi Mariage pour tous, eh bien le Sénat s'apprête ce soir à la reprise de la séance, vous entendez la sonnerie qui retentit, à voter sur cet article symbolique fondateur du texte, puisque c'est celui qui institue le mariage pour tous les couple. Donc scrutin public dans quelques instants en séance. Avant d'avoir Jean-Pierre Raffarin à notre micro, on rejoint quelques secondes Delphine Girard qui se trouve dans la tribune de presse dans l'hémicycle du Sénat. Oui, bonsoir Perrine, bonsoir à tous. Alors vous l'avez dit, enfin le suspense va se terminer puisque à la reprise de la séance, les sénateurs vont enfin se prononcer sur cet article premier qui, je vous le rappelle, est le cœur de ce projet de loi puisqu'il modifie le code civil en ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Alors la séance a été suspendue pendant 2 heures car l'UMP a demandé pour la deuxième fois depuis le début de l'examen de ce projet de loi la vérification du quorum et le quorum n'étant pas atteint, eh bien il a fallu suspendre la séance avant de voter. Voilà Perrine, en tous les cas, eh bien, dès qu'on entend le résultat, on revient dans cette séance, mais je crois que vous êtes à présent avec un premier invité. Bonsoir Jean-Pierre Raffarin qui est effectivement avec nous en direct. Donc le Sénat s'apprête à voter sur cet article 1 du projet de loi. Vous êtes confiant sur le vote ? Oh bien écoutez, je pense que les socialistes organisent toujours des votes publics pour que naturellement leur insuffisance numérique soit compensée par cette procédure. Au fond, ce qui est important, c'est que on voit bien que c'est un débat gâché, parce qu'on aurait pu discuter sur les couples. On voit bien qu'il peut y avoir des proximités. Sur l'adoption, il faut repenser un certain nombre de choses. On était bien d'accord. Mais au fond, les gens ne s'écoutent pas ici. Et donc, la droite parle, mais la gauche n'écoute pas vraiment. Et au total, finalement, c'est une forme d'incompréhension. Et il n'y a pas vraiment de débat, La gauche a décidé de toute façon de faire bloc, sans qu'il y ait de liberté de vote. Et donc, elle se prépare à voter. Donc, nous faisons ce que nous pouvons pour exprimer nos idées et alerter sur cette division inutile des Français. Mais la gauche s'entête et continue à avancer dans cette direction de division. Dommage. C'est de bonne guerre, non, Jean-Pierre Raffarin? Chacun est dans son rôle, la droite. Vous faites durer les débats. 9h30 quand même de discussion autour de cet article premier, c'est pas mal. C'est pas mal, mais le fond de l'affaire, c'est que est-ce qu'on avait besoin de ce débat-là? On voit bien que la France aujourd'hui est en crise sociale, il y a une crise morale. En plus, rajouter cette fracture sociétale, c'est absurde. Et la grogne, la gronde gagne le pays et tout ça provoque des tensions qui étaient inutiles. Dans la crise dans laquelle nous sommes, il faut que le gouvernement se recentre sur l'essentiel, c'est-à-dire l'emploi. Et s'il retirait ce texte, ça apaiserait beaucoup la situation dans le pays. François Rebsamen vous a demandé tout à l'heure, enfin demandé à ses troupes, dans l'hémicycle du Sénat de ne pas céder à la provocation des sénateurs UMP. Est-ce que vous avez l'impression d'être provocateur lors de ce débat? Pas du tout, mais François Rebsamen a appelé ses sénateurs au calme. C'est vrai qu'ils avaient chahuté une sénatrice de manière assez incorrecte et au fond, il faut apprendre à laisser parler les autres. Mais vous-même, sur les bancs de la droite, vous avez aussi pas mal chahuté les orateurs de la gauche. Oh, assez peu. D'une manière générale, nous écoutons. D'ailleurs, la gauche n'a pas été très éloquente sur ces sujets. Elle est assez discrète et au fond, elle attend le résultat, tous groupés derrière son obligation de vote. Il n'y a pas ce débat de conscience qu'on aurait aimé avoir avec des gens de gauche. On entend la sonnerie du scrutin public qui retentit. J'imagine que vous avez envie d'aller voter dans l'hémicycle. Donc je vous libère, Jean-Pierre Raffarin. Merci d'avoir été en direct à notre micro donc pour ce scrutin public autour de l'article 1 du projet de loi Mariage pour tous qui débute en ce moment dans l'hémicycle. L'article 1, je le répète encore une fois, c'est l'article évidemment fondateur, symbolique de ce texte puisque c'est celui qui institue le mariage pour tous les couples. Donc après 9h30 de débat ici au Sénat, eh bien les sénateurs vote enfin par un scrutin public à la tribune sur cet article. A priori, il n'y a pas vraiment de suspense. L'article 1 ne devrait pas être rejeté par le Sénat, même si la majorité de gauche ici était assez courte, je vous rappelle, seulement 6 voix d'avance de la gauche sur la droite ici au Sénat. Mais bon, il ne devrait pas y avoir de suspense ce soir dans l'hémicycle du Sénat pour le vote autour de cet article premier du projet de loi Mariage pour tous. Alors pour voir un petit peu ce qui se passe dans l'hémicycle du Sénat, eh bien on va à nouveau rejoindre Delphine Girard qui se trouve dans la tribune de presse. Oui, Perrine, et le vote de cet article premier a lieu par scrutin public. Vous le savez, c'est une procédure qui permet à un sénateur de son groupe de voter par délégation pour les autres scrutins. Il y a eu de nombreux scrutins publics cet après-midi, mais toujours à la demande des socialistes. Eh bien, ce soir, pour la reprise de cette séance, sur l'article premier, c'est un scrutin public qui a été demandé, mais non pas par les socialistes, mais pour le groupe UMP. Alors, j'entends le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, derrière moi, qui vient de clore le scrutin.
scrutin. Le dépouillement va donc avoir lieu dans un instant et on va pouvoir dévoiler les résultats. Vous l'avez dit, Perrine, a priori, il n'y a pas beaucoup de suspense sur cet article. En tous les cas, les débats auront été longs, mais c'est l'essentiel de ce texte. Souvent, les orateurs qui ont pris la parole, les sénateurs UMP, lorsqu'ils se sont exprimés sur cet article premier à différentes reprises, ils ont multiplié les prises de parole, et bien expliqué qu'en votant, en rejetant cet article premier, c'était déjà comme s'il s'exprimait sur l'ensemble de ce projet de loi. C'est vrai que cet article premier, et on l'a dit et redit, c'est le cœur de ce projet de loi puisqu'il modifie le code civil tel qu'il a été défini en 1804. Il ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Alors cette nuit, les sénateurs vont poursuivre le débat. C'est ce qui a été décidé ce soir. C'est vrai qu'ils ont pris pas mal de retard, 9h30, vous l'avez dit, avant de se prononcer sur cet article premier. Et au final, il y a toujours quasiment 260 amendements à examiner avant le vote final. Alors comme on l'a vu, la droite sénatoriale joue l'obstruction et cela ralentit les débats. Donc on va pouvoir retourner dans l'hémicycle pour suivre en direct le résultat de ce scrutin. Effectivement, Delphine, voilà, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui préside cette séance importante ce soir autour du projet de loi mariage pour tous, est à la tribune. On est en train de dépouiller le scrutin public et dans quelques instants, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, va annoncer ce résultat. On le répète, pas de suspense a priori. L'article 1 devrait être adopté par le Sénat, mais on attend de voir quand même quel est l'écart de voix sur cet article 1, article qui institue dans le cadre de ce projet de loi le mariage pour tous les couples, et ça va être intéressant de voir quel est l'écart de voix entre la gauche et la droite. Ça sera sans doute un indicateur peut-être pour le vote ensuite sur l'ensemble du projet de loi, vote qui n'interviendra pas avant la fin de la semaine. On parle maintenant d'un vote sur l'ensemble du projet de loi, sans doute dans la journée, voire dans la soirée de vendredi, si ce n'est dans la journée de samedi. Effectivement, les débats ici sur ce projet de loi ont pris pas mal de retard. Les sénateurs de l'opposition ont multiplié les interventions, les prises de parole, les explications de vote sur chaque amendement pour essayer de faire un petit peu durer le débat autour de cet article premier du projet de loi mariage pour tous. Et ils ont plutôt réussi leur affaire, puisqu'on a pris beaucoup de retard dans l'examen de ce projet de loi. Voilà, c'est le jeu, on va dire, du Parlement. La gauche est assez silencieuse. Elle laisse la droite faire son travail d'opposant. Elle attend un peu que l'orage passe. D'ailleurs, François Rebsamen, le chef de file des sénateurs socialistes, a dit tout à l'heure à ces sénateurs: ne cédez pas à la provocation de la droite. On écoute le résultat du vote sur cet article premier. Projet de loi. Nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 336, majorité absolue 169, pour l'adoption 179, contre 157. Le Sénat a adopté l'article premier du projet de loi. Monsieur le Président de la Commission des lois, vous avez demandé la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Cet article premier est bien sûr l'article principal et essentiel de ce projet de loi. Il me semble qu'après les longs débats que nous avons eus, très riches, il est utile peut-être de rationaliser quelque peu nos discussions. C'est pourquoi, Monsieur le Président, en vertu de l'article 44 alinéa 6 du règlement, je vous propose que nous traitions en priorité de la totalité des articles issus de l'Assemblée nationale, de manière à examiner ensuite l'ensemble des articles additionnels. Bien, merci Monsieur le Président. Donc je rappelle que lorsque la réserve est demandée par la commission saisie au fond, elle est de droit si le gouvernement ne s'y oppose pas. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? Aucune opposition de la part du gouvernement, Monsieur le Président. Merci. Donc la réserve de tous les articles additionnels à la fin du projet de loi est ordonnée. Nous passons donc à l'examen de l'article 1er bis A. Sur cet article, j'ai une demande de parole de Monsieur Philippe Bas. Oui, Monsieur le Président, je dois dire que cet article me surprend et je n'en comprends pas bien le sens.
il est dit dans ce projet d'article 34.1 du Code civil que les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Jusqu'ici, naturellement, aucune divergence, cela va de soi, et ça ne nous change pas par rapport au droit existant. Mais il est ajouté, ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République. Alors, je m'interroge, je me demande ce que sera le contenu de ce contrôle, de cette surveillance et les conséquences qu'il faudra en tirer. Faut-il voir dans cet article la traduction concrète des engagements pris par le président de la République au congrès de l'Association des maires de France, quand il a imaginé qu'une clause de conscience pourrait permettre à un maire de ne pas célébrer un mariage. J'avais cru comprendre pourtant qu'après avoir reçu toutes affaires cessantes, le lendemain matin au palais de l'Élysée, des représentants de groupes de pression en faveur du mariage des personnes de même sexe, le président de la République s'était rétracté. Alors, naturellement, la question se pose de savoir ce que fera le procureur de la République lorsqu'un maire ne souhaitera pas procéder à un mariage. Vous en dites ou bien trop peu, parce que nous ne savons pas les conséquences qui seront tirées de ces dispositions, le contenu de ce contrôle, le contenu de cette surveillance, les pouvoirs qui s'y rattachent, ou pas assez d'une certaine façon. Et par conséquent, il me semble qu'il serait de notre part très imprudent de souscrire à une disposition aussi floue, sous réserve toutefois que le gouvernement veuille bien l'expliciter. Merci, Monsieur Bas. Je n'ai plus de demande de parole sur l'article. J'appelle l'amendement 7 rectifié bis qui sera présenté voilà, par vous l'avez entendu, si vous suivez la séance en direct, l'article 1er a donc été adopté par le Sénat par 179 voix contre 157. Applaudissements nourris de la majorité sénatoriale, hués sur les bancs de la droite, d'autant que Jean-Pierre Sueur, le président socialiste de la Commission des lois, a pris la parole pour demander à ce que les débats, les discussions soient plus rationnels. Et il a donc appelé en priorité les articles issus de l'Assemblée nationale et les articles additionnels, ceux qui ont été donc modifiés par le Sénat, vont être discutés plus tard dans ce débat. Alors la séance se poursuit, on a pu l'entendre avec les prises de parole sur les articles qui suivent l'article 1er, et on va rentrer dans un sujet très important pour les sénateurs puisqu'il s'agit des modalités d'application de ce mariage pour tous. Et vous le savez, certains sénateurs ont déjà fait valoir qu'ils mettraient en application leur clause de conscience s'ils avaient à se prononcer, à célébrer eux-mêmes des mariages entre couples de même sexe. Je vous propose donc tout de suite de retourner en séance pour écouter les explications sur ce thème. Cet article est ainsi voté. Monsieur Gélard, je vais donc demander l'avis de Monsieur le rapporteur sur l'article 16 rectifié bis. La commission est défavorable à cet amendement. En effet, il nous semble que cet amendement supprime un article qui a le mérite d'établir clairement la règle selon laquelle les officiers d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République. Sur le contrôle et la surveillance, d'ailleurs, nous accepterons tout à l'heure un amendement de M. Gélard qui allège cette notion. Cette mention est bienvenue dans le Code civil. Elle n'y existait pas. Aujourd'hui, elle y existe. C'est un fait. Tous les maires qui sont ici le savent. C'est le procureur de la République qui a la tutelle sur les actes d'état civil. Tous les ans, nous lui envoyons le double des registres. Et bien là, il est dit que c'est lui qui doit contrôler la tenue des actes d'état civil et des registres. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vais demander l'avis du gouvernement, Madame la garde des Sceaux. Madame la Présidente, Monsieur le doyen Gélard, un avis défavorable du gouvernement pour la suppression de cet article.
Je vous rappelle de toute façon ce que vous savez parfaitement, que l'état civil est placé sous la responsabilité du service public judiciaire et qu'au quotidien, les officiers d'état civil sont appelés à solliciter le parquet lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté dans la rédaction d'un acte qui peut être un acte de naissance, qui peut n'avoir rien à voir avec le mariage directement. Donc c'est un rappel de cela. Pour le reste, les dispositions, je ne vous rappellerai pas non plus la loi de 2005 sur la filiation et qui a établi l'unité du livret de famille. Et la chancellerie travaille d'ailleurs avec les éditeurs de logiciels puisque nous avons un livret de famille unique qui s'adapte simplement. Il n'y a donc aucune raison dans les arguments que vous avez présentés d'accepter la suppression de cet article. Avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Je vais mettre aux voix l'amendement 7 rectifié bis. Oui? Vous changez d'avis? Un scrutin. Le 16 rectifié bis. Y a-t-il des explications de vote? Je n'en vois pas. Je suis saisie d'une demande de scrutin public sur l'amendement 16 rectifié bis. C'est tout, ça va. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, que l'avis du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre, un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir remettront un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Voilà encore un scrutin public dans le cadre de ce projet de loi mariage pour tous. Il faut dire que ces scrutins publics se multiplient depuis 2 jours ici au Sénat. Alors la droite accuse la gauche de ne pas être assez nombreuse, assez mobilisée dans l'hémicycle et donc de demander pour chaque vote sur un amendement ou sur un article un scrutin public. Toujours est-il que ce scrutin va aller assez vite. Je vous rappelle qu'il y a quelques minutes, quelques instants, le Sénat vient d'adopter par 179 voix pour, 157 contre l'article premier de ce projet de loi, article qui ouvre le mariage aux homosexuels, donc article évidemment fondateur au cœur de ce projet de loi et il y a eu une majorité finalement assez confortable pour adopter cet article premier au Sénat, en tout cas plus confortable que ne l'est la réelle majorité de la gauche ici au Sénat, seulement 6 petites voix d'avance, je vous le rappelle, pour la gauche ici au Sénat sur la droite, donc là 179 pour l'article 1er contre 157 contre, majorité plus confortable que prévu. On verra ce qu'il en sera à la fin de la semaine quant au vote sur l'ensemble du projet de loi. La majorité là sera certainement un petit peu plus resserrée parce qu'il y a des sénateurs qui sont pour l'ouverture du mariage homosexuel mais qui sont contre en revanche l'adoption plénière par exemple pour les enfants dans le cadre de couples homosexuels. Bref, certains sénateurs ne sont pas d'accord sur l'ensemble du projet de loi et pourraient voter contre alors qu'ils ont voté pour l'article 1er. Voilà, on va reprendre le chemin de l'hémicycle puisque le scrutin est clos, le dépouillement est en cours et on va connaître dans quelques instants, Delphine Girard, vous qui êtes en tribune de presse, le résultat du vote sur cet amendement. Oui, vous l'avez dit, Perrine, le dépouillement est en cours et on risque d'avoir ce soir encore de nombreux scrutins publics qui ralentissent les débats. Alors vous l'avez dit, cet après-midi, c'était la droite qui accusait la gauche de ne pas être assez nombreuse pour voter. Ce soir, c'est peut-être l'inverse. Il y a eu déjà 2 fois des demandes de scrutin public à la demande du groupe UMP. En tous les cas, on ne devrait pas tarder à rentrer, je vous le disais, dans un sujet qui tient à cœur aux sénateurs. C'est les sénateurs qui sont souvent maires puisqu'ils ont commencé par rappeler que
que lors de l'association le congrès de l'association des maires de France, François Hollande avait expliqué aux élus et aux maires que leurs adjoints ne seraient pas obligés de célébrer des mariages si leur conscience s'y opposait. De nombreux amendements sont proposés ce soir. Ils envisagent le cas où aucun officier d'état civil d'une commune en fait n'accepte de célébrer le mariage, et donc des amendements proposent des solutions pour les couples concernés. On va effectivement retourner dans l'hémicycle pour suivre en direct le dépouillement de ce premier scrutin public. Bonne séance et à tout de suite. Merci Delphine, on vous retrouve un peu plus tard lors de cette séance pour d'autres commentaires en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. On attend le résultat du vote sur cet amendement de Patrice Gélard qui a été soutenu par la commission des lois du Sénat. C'est vrai que les discussions là dans l'heure ou les 2 heures qui suivent vont porter autour de cette clause de conscience des maires. Il y avait un papier dans le Figaro aujourd'hui qui évoquait le chiffre de quelques 2000 communes en France qui seraient totalement opposées à la célébration de mariage homosexuel. Et donc effectivement, il va falloir trouver des parades, des cas de figure pour voir un petit peu si on peut ou non obliger les maires, les officiers d'état civil à célébrer ces mariages, ou s'il peut y avoir des mesures pour contourner ces décisions. Voilà, Barry Zacharie, qui est vice-présidente socialiste du Sénat, va donc dans quelques instants annoncer le résultat de ce scrutin public autour de cet amendement de Patrice Gélard. Et puis après, la discussion va reprendre son cours, va reprendre le fil dans l'hémicycle du Sénat sur ce texte, sur ce projet de loi mariage pour tous. Voilà le résultat. À l'article 1er bis A du projet de loi, nombre de votants 324, nombre de suffrages exprimés 321, majorité absolue des suffrages exprimés 161, pour l'adoption 146, contre 175. Le Sénat n'a pas adopté. Je suis saisie de 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Monsieur Gélard, vous présentez les 2 amendements? Oui, Madame la Présidente. Merci. Madame la Présidente, Madame le garde des Sceaux, Madame la Ministre. Ces amendements sont des amendements de repli après l'échec de l'amendement précédent. Dans l'amendement 84 rectifié bis, il suffit de supprimer la seconde phrase dans l'alinéa 2, c'est-à-dire cette seconde phrase est la suivante: ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République. Et puis l'amendement suivant, le 17 rectifié bis, consiste à supprimer non pas le contrôle du procureur de la République, mais la surveillance du procureur de la République. Merci, Monsieur Gélard. Je vais demander l'avis du rapporteur sur ces 2 amendements. Bien, il ne vous échappera pas que sur l'amendement 84 rectifié bis, nous sommes défavorables puisque M. Gélard l'a dit lui-même, c'est un amendement de repli. Donc nous sommes défavorables. Par contre, la commission a été favorable à l'amendement 17 rectifié bis qui garde contrôle. C'est vrai que contrôle et surveillance, ça paraît redondant. Donc nous sommes favorables à ce 2e amendement, sauf si M. Gélard le retire, mais nous y sommes favorables. Non, pardon, favorables, donc il faut le voter, pardon. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre, sur ces 2 amendements. Concernant la surveillance, le gouvernement va émettre un avis de sagesse et s'en remettre donc au vote des sénatrices et sénateurs. Le contrôle et la surveillance, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je ne suis pas choquée de la suppression du terme surveillance. Le deuxième, c'est pas le rédacteur. Ce sera après. Voilà. 24 rectifié bis, Madame la Ministre, c'est défavorable? Oui, merci. Bien. Je vais mettre aux voix une explication de vote, Monsieur Longuet. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues, oui, je m'exprimerai brièvement, sans abuser de mon temps de parole, sur ces 2 amendements présentés par mon excellent collègue, Monsieur le doyen Gélard, et dont l'esprit même a été présenté précédemment. Notre intervention a pour objet de rappeler aux 36 000 maires de France, aux adjoints qui sont officiers d'état civil, de leur rappeler à qui ils doivent, à qui ils devront demain l'obligation de procéder à ces mariages. Il y avait des doutes. Le président de la République avait ouvert un doute dans son expression publique lors du Congrès des maires. Beaucoup d'entre nous étions présents.
Nous avions le sentiment que le président de la République, cédant à une sorte de remords tardif, envisageait que l'on puisse ne pas adhérer spontanément à l'idée d'un mariage faisant fi de l'altérité. Il est revenu, ça lui arrive, il est revenu sur cette prise de conscience, sur ce doute, sur cette réserve, sur cette restriction, et il décide, à travers le projet gouvernemental repris par la commission des lois, par notre commission des lois, d'imposer aux élus qui ont été élus bien avant cette loi, qui ont été élus sans la connaître, qui ont été élus dans un esprit de tradition concernant l'altérité dans le mariage, d'avoir l'obligation absolue, sous le contrôle, mais peut-être grâce à la sagesse du Sénat, sans la surveillance du ministère public, de procéder à ces mariages. Auront-ils suffisamment de conviction? Auront-ils suffisamment de persuasion intime pour faire partager à l'assistance, et d'abord au futur couple, toute la légitimité de cette construction? Je ne le sais pas. En tous les cas, même s'ils doutent, même s'ils ne sont pas certains de pouvoir communiquer aux candidats, aux impétrants, l'intime conviction de la validité de cette union et de sa construction dans le temps, ils seront obligés de le faire. Eh bien, nous avons tenu, à travers ces deux amendements, à rappeler le volte-face de M. le Président de la République et à permettre à notre Assemblée, par des scrutins publics, de dissiper toute ambiguïté sur la responsabilité qui pèsera parmi notre Haute Assemblée sur ceux d'entre nous qui sont favorables à l'idée de faire fi de toute réserve de conviction. Les journalistes ont des réserves de conviction, pas les élus locaux. Ils n'en auront pas. Ils n'en auront pas grâce à ceux qui voteront, qui refuseront ces amendements. Eh bien, nous tenions, nous, à le faire savoir pour que nul n'en ignore dans les 36 000 communes de France. Merci, Monsieur Longuet. Je suis donc saisi. Monsieur Sueur. Monsieur Sueur, Monsieur le Président. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames les Ministres, mes chers collègues, je tiens juste à dire un mot. Monsieur Longuet a employé un argument en disant ces maires ont été élus alors que la présente loi n'aura pas été votée. Mais cet argument m'étonne beaucoup. À tout instant, nous devons s'appliquer la loi de la République. Et le fait même que l'on puisse utiliser cet argument m'étonne beaucoup. Je vais dire, je vais mettre aux voix. C'est d'abord le scrutin public. Ah oui, non, ça, vous faites d'abord le scrutin public, j'ai été saisi. Bien, merci, Monsieur le Président. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe UMP sur l'amendement 86 rectifié bis de Monsieur Gélard. Je vous rappelle que l'avis de la Commission est défavorable, l'avis du Gouvernement est défavorable. Ceux qui souhaitent voter pour remettront un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre, un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir, un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Plus personne ne demande à voter? Le scrutin est ouvert. Ah, le scrutin est ouvert, oui, pardon. Pardon. Voilà, pendant ce nouveau scrutin public à la tribune, eh bien, je vous propose de revoir tout à l'heure l'annonce du résultat du vote sur l'article 1er du projet de loi mariage pour tous, article 1er qui ouvre le mariage aux couples homosexuels. Je vous propose de réécouter ce vote. On va réécouter cette séquence avec une majorité plus confortable que prévu. On l'écoute.
Annonce des résultats du scrutin numéro 148 sur l'article 1er du projet de loi. Nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 336, majorité absolue 169, pour l'adoption 179, contre 157. Le Sénat a adopté l'article 1er du projet de loi. Voilà, c'était il y a à peine un petit quart d'heure ici au Sénat l'adoption de cet article 1er du projet de loi mariage pour tous, aucune majorité assez confortable pour adopter cet article 1er. Delphine Girard, vous êtes dans la tribune de presse de l'hémicycle, vous avez le détail de ce vote, racontez-nous un petit peu qui a voté pour, qui a voté contre. Oui Perrine, effectivement, alors ce qui est intéressant c'est de voir le vote des sénateurs UMP. Alors les sénateurs UMP qui ont voté pour sans surprise sont Christian Cointat, Jacqueline Farérol, Fabienne Keller et Alain Milon. On savait déjà que ces 4 sénateurs UMP allaient se prononcer pour l'ensemble de ce projet de loi. C'est donc normal s'ils ont bien donné leur accord à cet article 1er. Mais également le sénateur UMP de Moselle, François Grosdidier. Il a voté pour cet article 1er. Et déjà cet après-midi, il avait voté à plusieurs reprises pour certains amendements, notamment ceux d'Alain Milon. Peut-être qu'au final, cela fera un 5e sénateur UMP vendredi qui va apporter son soutien à ce projet de loi du gouvernement Ayrault. Alors une autre information intéressante, c'est que le sénateur UMP des Hauts-de-Seine et ancien ministre Roger Carucci n'a pas pris part au vote, il ne s'est pas abstenu, il n'a carrément pas pris part au vote. C'est une information également intéressante. Chez les centristes, sans surprise également, Chantal Jouanneau a voté pour. Il y a également plusieurs abstentions, notamment celle de Mugadini. Les sénatrices centristes du Rhône l'a dit en séance, elle s'abstient sur cet article, mais elle votera en revanche l'ensemble du projet de loi. Et puis, dans le groupe RDSE, c'est Jean-Pierre Chevènement et Pierre-Yves Colomba, les sénateurs RDSE, qui n'ont pas pris part au vote. Un vote contre, celui de Gilbert Barbier, et les 2 sénateurs corses, Nicolas Alfonsi et François Vandasi, n'ont pas pris part au vote. Voilà quelques indications déjà. Voilà quelques indications déjà sur ce qui pourrait augurer du vote final des sénateurs ici. Alors on retourne tout de suite dans l'hémicycle pour suivre la suite des débats. L'amendement 17 rectifié bis, qui est un avis favorable de la Commission et un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Voilà, une très belle unanimité. L'amendement 17 rectifié bis est adopté. Là-dessus, il y en a un? Voilà. Je vais mettre aux voix l'article 1er bis A. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe UMP. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Ceux qui voter pour remettront un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre, un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir, un bulletin rouge.
Jean-Pierre Michel, le rapporteur du projet de loi, est sorti quelques instants de l'hémicycle pour venir sur notre antenne. Déjà, votre première réaction à l'adoption de l'article 1er du projet de loi avec une majorité assez confortable. C'est une majorité confortable d'une dizaine de voix, si j'ai bien compté. Donc c'est une bonne majorité qui se retrouvera, je pense, à la fin du texte. L'article 1er, c'est l'article essentiel, puisque c'est celui qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe. Cet article est adopté donc après, le reste du texte est important, mais l'article 1er est le plus important. Et il a été voté tout à l'heure, après beaucoup de discussions, beaucoup de prises de parole. 9h30 de débat ici au Sénat. Moi, mon point de vue, c'est que jusque-là, je trouve assez normal, finalement, que l'opposition s'exprime, même si elle l'a fait de façon répétitive. Parce que cet article 1er, c'est l'article principal du texte, elle y est opposée, donc elle le dit, voilà, et elle fait un peu durer les choses. Maintenant, je pense que l'opposition devrait comprendre qu'elle devrait permettre que le débat se déroule dans des conditions normales. C'est-à-dire sans multiplier les prises de parole, les explications de vote, etc. Parce que j'allais dire, le plus gros est fait, l'important a été fait, elle s'est exprimée, elle a été entendue, enfin oui. Et que maintenant, elle devrait... Sinon, parce que j'ai eu quand même des tweets, etc., où tout le monde ne trouve pas tellement très bien ce retard dans les travaux parlementaires. Alors, autant je dis que jusqu'à maintenant, je peux le comprendre, autant à partir de maintenant, je pense qu'il faut aller un peu accélérer, quoi. Il y avait quand même une volonté de débat assez importante, même si je pense que les discussions autour des amendements et des articles sur l'adoption plénière, là aussi, il va y avoir beaucoup de débats. Oui, il va y avoir, mais justement, là en ce moment, on discute d'articles qui sont vraiment secondaires, on peut le dire, et on a encore des scrutins publics demandés par l'opposition, qui est minoritaire. Mais que l'opposition soit minoritaire en séance, ça me paraît normal. Ce qui était anormal, c'est que la majorité soit minoritaire. Ce qui a été le cas. Elle a été obligée de demander des scrutins publics à répétition tout l'après-midi. Il faut dire qu'en même temps que notre séance, il y avait 4 commissions qui se réunissaient, ce qui est absolument anormal aussi, je crois, car quand il y a séance, il ne doit pas y avoir commission. Et il y avait beaucoup de parlementaires, de sénateurs, qui étaient en temps de M. Le Foll, en commission des affaires étrangères, etc. Oui. Donc, voilà. Donc vous appelez maintenant les parlementaires de gauche à se mobiliser dans l'hémicycle. Les parlementaires de gauche sont dans l'hémicycle, je crois. L'opposition aussi, mais elle est en moins grand nombre, ce qui est normal. Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre Michel. Je vous laisse recourir dans l'hémicycle. Voilà, il repart en cours, Jean-Pierre Michel, le rapporteur socialiste de ce projet de loi ici au Sénat, Jean-Pierre Michel qui avait également travaillé à l'époque sur le PAX. Voilà, on va retourner en séance avec Barry Zacharie, la présidente de séance ce soir, qui poursuit le déroulé des amendements et des articles. On l'écoute. J'en arrive à l'article 1er bis B. J'ai une demande de parole. Ah, excusez-moi, Monsieur Bas, Monsieur Rebsamen. Oui, j'en ai pas pour très longtemps. Je voudrais pas rallonger les débats, mais je voudrais souligner la forte mobilisation de l'ensemble des sénateurs et sénatrices de la gauche rassemblés ce soir. Puisque nous avons eu, mais vous êtes beaux joueurs et je n'en doutais pas, puisque nous avons eu tout à l'heure un procès, oh le mot est bien fort, quelques remarques un peu acerbes sur l'utilisation du scrutin public en permanence, puis-je, mes chers collègues, vous renvoyer cet argument et ce compliment en vous demandant, comme vous l'avez fait pour nous tout à l'heure, de ne pas en abuser. La nuit est longue, nous pourrions avancer ensemble beaucoup plus vite et dès qu'il y a des points de convergence, nous venons de le voir avec l'amendement de notre collègue Gélard, nous pouvons le faire. Mais je voulais en profiter pour dire combien, à l'occasion du vote de ce texte, nos collègues qui cet après-midi étaient réunis et travaillaient en commission sont présents et ils peuvent en témoigner, que ce soit le président Raoul, que ce soit le président Marc, que ce soit le président Carrère, les uns les autres ont mobilisé dans leur commission pour faire des auditions. Et donc c'est avec une certaine fierté que je salue l'ensemble des collègues de la gauche ce soir rassemblés. Merci. Merci. Merci, Monsieur Rebsamen. La parole est à Philippe Bas sur l'article 1er bis B. Je vous remercie, Madame la Présidente. Mes chers collègues, en toute autre circonstance, ces dispositions qui ont été
introduite par l'Assemblée nationale avant d'être modifiée par notre commission des lois, m'aurait paru apporter des souplesses supplémentaires qui correspondent bien, à vrai dire, à l'attente d'un certain nombre de fiancés et de leurs familles. Il s'agit en effet de permettre que le mariage se déroule non seulement dans la commune où habitent l'un ou l'autre des futurs époux, mais aussi dans la commune de leurs parents. Je suis néanmoins préoccupé du fait que cette disposition est introduite à l'intérieur d'un texte qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe. Et je m'explique, parce que je conçois que ce que je suis en train de vous dire peut surprendre certains d'entre vous. Mais nous avons maintenant une notion de parent qui est déjà très large et qui va être encore élargie par ce texte. Encore que je suppose qu'il s'agisse d'une parenté au sens restreint du terme et non pas d'une parentèle au sens large, sans quoi il suffirait de dire que le mariage peut être célébré dans n'importe quelle commune de France. Mais prenons le cas où c'est une parenté au sens étroit du terme. Nous avons le domicile du premier futur époux, le domicile du deuxième futur époux. Mais comme nous avons eu l'occasion de le répéter au cours de ce débat, s'agissant des parents, il y a potentiellement 4 parents avec 4 domiciles distincts aujourd'hui. Nous sommes déjà à 6 domiciles. Et si vous regardez de plus près encore ce texte, vous constatez que la condition pour pouvoir célébrer le mariage dans une commune est remplie dès lors qu'il y a une habitation continue d'au moins 1 mois. L'un des 4 parents des futurs époux peut être en villégiature, loin de chez lui, Courchevel, Carnac. Je pourrais citer d'autres communes, bien sûr, mais je ne cite que celle-ci pour l'exemple. Il y en a, Gérard Longuet le disait, mais tout le monde n'a pas pu l'entendre, 36 000 autres, moins 2. Mais je m'en tiens à cette énumération. Je veux dire par là qu'en réalité, nous ouvrons la voie à la célébration du mariage pratiquement dans n'importe quelle commune de France. Alors, je vois bien l'intention qui est derrière ceci, qui est tout de même de permettre un petit peu de souplesse là où nous en manquons. Mais si vous ajoutez les résidences secondaires où il est très facile de prouver la domiciliation pendant au moins 1 mois, ça fait quand même beaucoup de communes. Or, ces dispositions, et je suis venu avec le Code civil, qui bien sûr est notre Bible à tous, s'inscrit dans le chapitre 3 du Code civil sur les actes de mariage. Et que dit pour l'essentiel ce chapitre? Eh bien, ce chapitre dit qu'il faut, et je résume, publier les bans. Mais pourquoi faut-il publier les bans et où les publie-t-on? Les bans sont publiés dans la commune où le mariage doit être célébré. Chacun d'entre nous, surtout ceux d'entre nous qui sont maires, le savent bien. Et pourquoi publie-t-on les bans? Eh bien, tout simplement, nous publions les bans depuis des temps immémoriaux parce qu'il y a des interdictions au mariage, des oppositions au mariage. Et si le mariage est célébré dans n'importe quelle commune de France, la famille ne sera pas connue. Et qui pourra à ce moment-là s'opposer au mariage en disant qu'il y a un soupçon de consanguinité, par exemple, entre les époux? Or, la question est devenue plus compliquée du fait de l'élargissement du mariage aux couples de même sexe, du développement de l'assistance médicale à la procréation en France. Et par conséquent, je tiens à vous dire que sous des dehors anodins, cette disposition, en réalité, ouvre la voie à des conséquences absolument incontrôlables, y compris à la possibilité que des mariages qui, normalement, devraient être interdits ne reçoivent aucune opposition, car ils auront été célébrés en catimini, loin du pays où la famille est connue.
Voilà donc pour cette intervention de Philippe Bas, le sénateur UMP, autour du rôle futur des maires dans le cadre des cérémonies de mariage homosexuel, enfin de mariage pour tous. Voilà Philippe Bas qui avait le gros code civil sous le bras. On va rejoindre une dernière fois Delphine Girard en tribune de presse pour faire un point général sur cette séance aujourd'hui, ce soir, séance très très longue. Oui, effectivement, très très longue. On l'a dit, plus de 9h30 de débat avant de voter cet article premier. Tout l'après-midi, eh bien, l'UMP est délibérément entrée dans une stratégie d'obstruction parlementaire en multipliant les prises de parole et les explications de vote. Elle a même à nouveau demandé eh bien, le quorum, à savoir s'il y avait suffisamment de sénateurs en séance pour voter. Eh bien, la majorité absolue des sénateurs n'était pas réunie. Il a donc fallu suspendre la séance pendant 2 heures avant de voter cet article premier. La tension est retombée d'un cran après le vote et on a le sentiment eh bien, que les sénateurs qui vont siéger cette nuit ont envie d'aller un petit peu plus vite et de rationaliser les débats. En tous les cas, eh bien, on pourra suivre la suite de ces débats sur notre antenne à partir de demain matin. Voilà, Perrine, ce que l'on pouvait dire ce soir. Oui, rendez-vous effectivement demain matin à partir de 10h30 pour revoir la séance de cette nuit sur notre antenne. 9h30 donc de débat aujourd'hui pour aboutir finalement au vote de l'article premier de ce projet de loi, article qui ouvre donc le mariage aux couples homosexuels. Je vous propose de réécouter le résultat du vote annoncé par Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. C'était il y a environ une demi-heure dans l'hémicycle ici. Annonce des résultats du scrutin numéro 148 sur l'article 1er du projet de loi. Nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 336, majorité absolue 169, pour l'adoption 179, contre 157. Le Sénat a adopté l'article 1er du projet de loi. Voilà donc pour cette première étape importante franchie dans le cadre de l'examen du projet de loi mariage pour tous ici au Sénat. C'était il y a une demi-heure donc le vote de l'article 1er sur le texte. Merci de nous avoir suivis en direct tout au long de la journée sur notre antenne. Pour revoir la séance de nuit qui va se dérouler à partir de maintenant, eh bien rendez-vous demain matin à partir de 10h30 sur Public Sénat et très bonne soirée à tous sur notre antenne.